Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Biomédicalement Vôtre, la juste prescription des examens biologiques, c'est le podcast qui aide les professionnels de santé à anticiper les risques et à cultiver les bonnes pratiques liées à la prescription des examens de biologie. Je suis Abla, biologiste médicale, et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Marianne Perret, biologiste spécialisée en hormonologie au laboratoire Cerba. Bonjour Marianne. Bonjour Abla. Sans plus attendre, voici une question posée par Sébastien, médecin généraliste à Lyon. Allô, oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai reçu un résultat de prolactine un petit peu élevé chez une femme de 32 ans qui présente une altération de l'état général et des vomissements. Je voudrais savoir si je lui prescris d'emblée une IRM hypophysaire. Je dirais non, surtout pas. Je pense que ça va être l'objet, on va en parler, mais il va falloir vraiment se pencher sur qu'est-ce qu'on appelle un peu élevé, et puis ne surtout pas aller directement dans une IRM hypophysaire, tellement il y a de causes d'augmentation de la prolactine chez la femme. Qu'est-ce qu'on peut appeler un taux élevé de prolactine ? Première question, première notion. Souvent, maintenant, on va parler de taux jusqu'à 5 fois les valeurs normales. Donc, selon les dosages, il va falloir se référer au réactif et à la valeur normale de ce réactif. Et donc, on dira 5 fois les valeurs normales. Généralement, on sera sur des taux jusqu'à 100 microgrammes par litre pour parler de valeurs modérément élevées. Quelles sont les bonnes conditions pour un dosage de prolactine ? Pour un premier dosage de prolactine, il n'y a pas énormément de recommandations actuellement. On va préconiser de faire un dosage en même temps que le reste de la prise de sang. Il y a historiquement une notion de prélèvement à 15 minutes d'intervalle ou après 20 minutes de repos. C'est globalement remis en question. Donc maintenant, on peut faire un dosage le matin. Ce qu'il faudra faire attention, c'est éventuellement s'assurer qu'il n'y a pas eu d'exercice physique trop intense avant le prélèvement, qui peut être aussi une source d'augmentation de la prolactine et éviter les grosses sources de stress. D'accord, donc ça simplifie les choses. Et vous dites qu'un exercice physique avant un prélèvement peut augmenter faussement le taux de prolactine. Est-ce qu'il existe d'autres causes d'augmentation de prolactine qui ne sont pas forcément liées à une pathologie ? Oui, il en existe beaucoup. Alors c'est vrai, comme je viens de le dire, il y a aussi effectivement le stress. Donc il faut quand même avoir une bonne source de stress parce qu'il y a aussi beaucoup de variations physiologiques intra-individuelles chez les personnes. Et puis, oui, l'exercice physique, les stimulations mammaires, éventuellement certaines périodes du cycle, mais sur un premier prélèvement, on ne fait pas forcément attention à ce genre de considération. Et ensuite, éventuellement, d'autres causes physiologiques non pathologiques, telles que la grossesse, par exemple. Oui, très bon exemple. On peut aussi penser à pas mal de traitements médicamenteux. Donc, il faudra vraiment aller questionner et faire l'historique des traitements pris par les patients. Parce qu'on a beaucoup de familles thérapeutiques telles que les neuroleptiques, des antidépresseurs, mais aussi des antivomitifs, des antihistaminiques ou des antihypertenseurs qui peuvent provoquer des élévations de la prolactine. C'est quelque chose qui est connu et qui peut vraiment aller jusqu'à 10 fois les valeurs normales. Donc on peut avoir des très fortes hyperprolactinémies en lien avec ces traitements. D'accord, il faut faire très attention. Alors Marianne, parlons maintenant des différents types de prolactine. Ce n'est pas toujours la forme active qu'on dose, c'est bien ça ? Oui, alors en fait, il y a, comme la plupart des hormones, différentes formes circulantes dans l'organisme de prolactine. Elles n'ont pas toutes la même activité. Donc en fait, ce que l'on cherche à doser, ce que l'on veut doser, c'est la prolactine monomérique. Et on s'aperçoit qu'il y a souvent, selon les réactifs, des interférences avec d'autres formes circulantes qui sont les formes big prolactine et big prolactine, mais qui, elles, ont très peu d'activité in vivo. Donc en fait, elles ne nous intéressent pas beaucoup, mais elles vont malheureusement interférer avec certains de nos dosages. D'accord. Donc ces prolactines big et big, si on les dose par inadvertance, on peut diagnostiquer à tort une hyperprolactinémie. Oui, tout à fait. Il va falloir être très vigilant sur justement nos résultats, connaître nos réactifs pour savoir un petit peu s'ils sont sensibles ou peu sensibles à ces formes de prolactine. Et puis aussi être vigilant effectivement à confronter nos résultats à la clinique, éventuellement à la radiologie quand on est déjà allé plus loin. Et maintenant, il est préconisé de rechercher les formes de macroprolactine lorsqu'on a un doute, et même justement sur des valeurs inférieures à 100 microgrammes par litre. On va tout de suite se dire qu'il va falloir confirmer cette valeur de prolactine déjà sur un deuxième prélèvement, et ensuite éventuellement sur une deuxième trousse de réactifs, et ensuite de vérifier si on n'a pas une interférence à la macroprolactine. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut doser ?
Concrètement, il faut que le médecin qui a ce premier résultat modérément élevé de prolactine demande une confirmation sur un deuxième prélèvement et éventuellement directement une recherche de macroprolactinémie. Donc il peut le formuler ainsi, soit des recherches de big prolactine, soit recherche des formes macromoléculaires. Et donc le laboratoire va réaliser un premier dépistage par le biais d'une précipitation au PEG. Donc on va avoir un premier indice pour la présence ou non de cette forme macromoléculaire. Et éventuellement, on a aussi une technique de référence qui peut être déclenchée, qui est la chromatographie sur gel, qui va permettre de confirmer la présence de macroprolactine. Et dans ces cas-là, on va s'arrêter là. Très bien. Et à quel moment une IRM est justifiée ? Une IRM serait justifiée déjà quand on a vraiment des signes cliniques de forte suspicion. Donc, on va plutôt aller chercher des signes évocateurs de syndromes tumoraux, donc éventuellement des céphalées très fortes frontales, des troubles visuels. Ça, ce sont des signes caractéristiques des adénomes hypophysaires sécrétant la prolactine. Et puis aussi, quand on n'a pas forcément ces signes-là, on a d'autres signes, mais des valeurs vraiment élevées de prolactine. Donc, on va partir sur des seuils presque à 150 microgrammes par litre chez la femme et on peut abaisser ce seuil à 60 microgrammes par litre chez l'homme parce qu'il est plus souvent... il y a plus souvent des formes graves d'adénome chez l'homme avec des conséquences cliniques plus fortes. D'accord. Mais il existe aussi des interférences physiologiques hors analytiques chez l'homme ? Ils auront les mêmes causes d'interférence analytique, en tout cas, la même possibilité de présence de macroprolactine qu'il faudra effectivement éliminer si besoin. Si je résume bien, une prolactine élevée ne veut pas forcément dire prolactinome. Il faut faire attention au seuil de cette élévation. Il existe un dosage de prolactine qu'il faut accompagner dans certaines situations de recherche de forme macromoléculaire. Une IRM est justifiée à des taux très élevés de prolactine ou à une forte suspicion clinique. C'est ça, tout à fait. C'est le moment de la question rituelle. Avez-vous, Marianne, un cas à nous raconter ? Alors oui, en fait, il y en a plusieurs auxquels je pense, mais peut-être le plus sympathique qui finit bien, c'est effectivement une jeune femme qui avait une perte de poids, pas mal de palpitations, et son médecin lui avait fait un bilan hormonal complet, et elle avait une prolactine un peu élevée, aux alentours de 40 microgrammes par litre, et elle était effectivement persuadée de ne pas pouvoir tomber enceinte, mais finalement, la prescription comportait bien les bêta-HCG, et elle était enceinte, donc c'était une très bonne nouvelle pour elle. Oui, tout est bien qui finit bien. Eh bien, Marianne, un grand merci d'avoir participé à cet épisode et à très bientôt, j'espère. À bientôt, au revoir. Vous souhaitez suivre nos actualités ? Inscrivez-vous à notre newsletter et abonnez-vous à notre podcast. Pour en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter les ressources bibliographiques disponibles en description. Et envoyez-nous vos questions à biomédicalement-vôtre@lab-serba.com. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Biomédicalement Vôtre. Et en attendant, profitez-en pour découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes.